et messieurs, nous sommes le mardi 23 août 2022. Trois titres font la une du journal. Réception des jeunes présélectionnés à l'accompagnement pour le montage des projets. PNUD, atelier de sensibilisation et renforcement des capacités sur les ELCAP à Pointe-Noire. Puis en sport, poursuite de la campagne du candidat Mayolas à la tête de la FECOFOOT. Bienvenue à tous. Les jeunes présélectionnés à l'accompagnement pour le montage des projets dans le cadre du financement des plans d'affaires par le projet de développement des compétences pour l'employabilité, PDCE en abrégé, ont été reçus ce mardi 23 août 2022 à Pointe-Noire au CFA des métiers. Certains candidats ayant déposé leur dossier sont arrivés ce jour consulter les listes pour connaître leur situation. Pour le compte du PDCE, c'est Léonard Oxens Okombi, coordonnateur du projet, qui a été à la tête de cette délégation venue sensibiliser les jeunes présélectionnés du département de Pointe-Noire. Le PDCE ne compte pas s'arrêter à la formation des jeunes issus des cohortes 1 et 2, mais aussi les accompagner pour le montage de leurs projets en vue de vivre dans l'autonomie. Au total, à Brazzaville comme à Pointe-Noire, 859 jeunes pour les projets individuels et 151 autres jeunes pour les projets en groupe sont concernés. Il s'agit maintenant pour vous de donner la preuve que vous êtes capable de devenir des créateurs d'emplois, que vous ne devez plus rester au stade de mendiants. Vous devez être maintenant des créateurs d'emplois. Cette sensibilisation des jeunes et même de leurs parents est la bienvenue pour les concernés qui seront encadrés par deux ONG sélectionnées à Pointe-Noire, à savoir le CTHA et le CERPAG. Une belle initiative aux yeux de cette présélectionnée. Je remercie d'abord le PDCE pour la formation qu'il nous a fait. Ce que je tiens à dire, que le PDCE vraiment, il doit nous soutenir en tout et pour tout, que ça ne puisse pas s'arrêter à la formation. On doit finir et aller jusqu'au bout. Chacun de nous doit trouver ce qu'il a voulu faire. Le ministère en charge du commerce tient avec l'appui du Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD en abrégé, la Commission économique pour l'Afrique, CEA, et l'Union européenne, un atelier de sensibilisation et de renforcement des capacités des acteurs privés, publics et de la société civile sur la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf. Cet atelier visant deux objectifs principaux a été ouvert par Victor Ngulu Pemba Yamusungu, directeur de cabinet du ministre d'État, ministre du Commerce, de l'Approvisionnement et de la Consommation. Deux interventions ont retenu l'attention des participants, celle de Valman Leka, représentant du PNUD, sur les faiblesses du ZLECAf. En juin 2021, à Brazzaville, le PNUD, en collaboration avec le secrétariat de la ZLECAf et l'ONU Femmes, a soutenu les consultations nationales des femmes exportatrices sur la ZLECAf. Ces conclusions, ces consultations ont mis en exergue les faiblesses en capacité entrepreneuriale des femmes, ce qui constitue un majeur goulot d'étranglement pour le sort de ce secteur. De ces faiblesses, on note une faible efficacité des structures d'accompagnement, une faible capacité de production, un faible niveau de structuration des artisans en organisation professionnelle. À cet égard, le PNUD entend poursuivre son soutien à la mise en œuvre d'une ZLECAf inclusive au niveau national, régional et continental qui profite particulièrement aux micro, petites et moyennes entreprises souvent marginalisées, ainsi qu'aux femmes et aux jeunes, y compris ceux qui travaillent actuellement dans le secteur informel. Celle de la représentante de la CEA, Kariko Kathleen, mettant en valeur le rôle leader du Congo sur la ZLECAf. Dans son allocution d'ouverture, le directeur de cabinet a présenté les 7 axes de la ZLECAf avant de préciser l'intérêt des travaux du dit atelier. La République du Congo s'est dotée à cet effet d'une stratégie nationale de mise en œuvre de la ZLECAf. Elle s'articule autour de 7 axes. C'est dans ce contexte qu'est organisé le présent atelier
qui a vocation à édifier les acteurs privés et publics et de la société civile sur les opportunités qu'offre la ZLECAf, sur le renforcement de leurs capacités pour tirer le meilleur profit du commerce intra-africain, sur la capacité des institutions nationales à promouvoir un environnement propice à la réalisation de la ZLECAf. Je déclare ouvert, au nom de Monsieur le ministre d'État, Monsieur Alphonse Claude Silou, les travaux de l'atelier de sensibilisation et de renforcement des capacités des acteurs privés et publics et de la société civile sur la ZLECAf qui démarre ce 23 août 2022 à Pointe-Noire, ici et maintenant. S'en est suivi le début proprement dit du séminaire de sensibilisation sur la ZLECAf. Cet atelier ouvert, ce mardi 23, s'étendra jusqu'au 26 août 2022. Le musée de Diosso a abrité dimanche 21 août 2022 la journée dénommée « Retour aux sources », journée dédiée à la mini-foire de production locale. Une manière pour Serge Bouiti-Viodo, directeur général du cabinet SBV Consulting et ses partenaires de promouvoir et mettre en perspective le patrimoine culturel du Kouilou, notamment la cuisine traditionnelle, la production artisanale locale, les chants, danses et proverbes. C'est Jean-Baptiste Kionga Diamonzo, secrétaire général du département du Kouilou, qui a représenté le préfet à cette activité ayant regroupé plusieurs filles et fils du Kouilou. Le rituel de bénédiction des lieux et l'hymne du royaume Luango ont constitué la toile de fond de la première partie de ces retrouvailles hautement culturelles et rehaussées par la présence d'Aimé Mambou Niali, ancienne ministre de la Culture et des Arts. Dans le registre des allocutions, c'est le sous-préfet de Luango qui a souhaité la cordiale bienvenue aux invités avant que Serge Bouiti-Viodo, initiateur de cette journée, n'évoque les raisons des pareilles assises. Pourquoi sommes-nous rassemblés ici à Diosso, un village chargé d'histoire? Parce que la culture rassemble. Elle est vecteur de paix et de cohésion. Parce que la culture est un levier qui favorise la diversité et l'inclusion. Parce que la culture renforce le sentiment d'appartenance à une région, à un territoire, à un pays. Elle renforce le patriotisme. Parce que la culture est un catalyseur puissant de transmission des valeurs, des rites et des traditions ancestrales. Elle a donc un caractère transgénérationnel. Parce que culture et tourisme sont liés, interdépendants, voire consubstantiels. Hollywood aux USA, le Louvre en France, Gorée au Sénégal, l'école de peinture de Poto à Brazzaville en sont quelques exemples. Ouvrant les activités de la foire, Jean-Baptiste Diamonzo Kionga peut enfin visiter les stands avec l'ensemble des invités. Ici, tout est local et même les mets de la contrée. Je revois tout ce que j'ai connu dans mon enfance, le vin de palme, le dougou d'Akari Yangou, l'Issounji, Bichafumba Assou, Fumakala, et puis Mbéo-Chilembi, mais ça me rappelle beaucoup de choses de mon enfance quand je venais au village chez les grands-parents. Nous encourageons les organisateurs, c'est une très bonne chose. On repart vers nos valeurs, vers nos sources. Il y a une spécialité que je découvre ici qu'on appelle un mbat. Un mbat, c'est du manioc ancestral, c'est ce que m'a dit la dame. Et c'est très bien, c'est très bien. J'ai peur que le makwala finisse. Non, c'est vraiment, d'abord, ce qui m'a frappé, c'est le nombre de personnes venues visiter vraiment à cette cérémonie. Je ne pensais pas trouver autant de monde. Et là, vraiment, c'est dire que les organisateurs ont fait fort. Demain, ce sera peut-être à Dolisie, puis Dolisie et ailleurs. Ce serait bien. Et nous irons partout pour déguster les plats du terroir. L'Association des Amis de l'Afrique francophone, AMAF en abrégé, a œuvré pour la compétition Miss Mam et Miss CAC. Des prix revenaient aux Miss et leurs dauphines. Pour le fair play, les autres dames ont tout aussi reçu des pagnes. Les installations des brasseries et limonaderies du Congo Bralico en abrégé ont été visitées dimanche 21 août 2022 par le ministre du Développement industriel et de la promotion du secteur privé, Antoine Nicéphore Thomas Fila de Saint-Eudes. Ce, à la suite de l'incendie enregistré le 17 août dernier
au centre de stockage situé dans l'enceinte de l'usine de cette société installée dans la sous-préfecture de Luango, au Kouilou. Ce qui a valu sur le terrain la présence du sous-préfet de Luango, Alphonse Koutana. Présence également sur les lieux des services techniques de Bralico conduits par Frédéric Ferraille, directeur général de l'entreprise déjà citée. L'incendie s'est produit dans cet espace de 2000 m² réservé au parc de casiers vides, zone où aucune activité par point chaud se déroule. Un espace non fumeur et dépourvu de tout circuit électrique de l'usine de production. Ce feu dévastateur bravé plus tard par le personnel de l'entreprise et les partenaires sapeurs-pompiers publics et privés a causé d'énormes pertes en matériel chiffré à 4 millions de bouteilles, 200 000 casiers et plusieurs palettes. On a perdu 200 000 casiers et donc 4 millions de bouteilles, mais on a sauvé 400 000 casiers et bouteilles également. Donc on a perdu sur le site de Vindoulou un tiers de nos emballages. Dès qu'on avait sécurisé le site, dès le lendemain matin, on a redémarré nos 3 lignes de production. À l'issue de la visite, Frédéric Ferraille déclare: le consommateur doit être rassuré, le Bralico va continuer à produire, sera affecté certes par cette perte, mais ne sera pas affecté par la qualité de ses produits ni la disponibilité. Et donc nous voulons vous rassurer, les produits que vous connaissez de la marque Bralico, donc la Castel, 33 Export, Beaufort naturellement, tous les jus et les alcools mixtes, tous ces produits seront disponibles en quantité voulue, en qualité, sur l'entièreté du territoire. Nicéphore Thomas, Fila de Sainte-Eude, fait sa lecture une fois visité les installations. Dans l'histoire de la société Castel, qui a une large expérience, c'est la première fois que ça se produit. Et donc désormais, cette situation doit être traitée comme un véritable risque, même si la probabilité de la récurrence de ce phénomène est très faible. Mais on doit désormais traiter cet incident comme un facteur de risque. Ce qui est gênant, c'est que aujourd'hui, Bralico est un joyau industriel qui fait la fierté, parce qu'il y a une nouvelle technologie de pointe qui est utilisée ici, mais malheureusement, l'absence d'une zone industrielle et réelle fait peser des risques aussi bien sur l'usine, parce qu'il y a des habitations à côté, mais fait peser aussi des risques sur les populations, parce que l'usine peut produire aussi des dégâts sur la population au cas où. Donc il nous revient à nous, en tant que gouvernement, de profiter de l'existence désormais du plan national d'urbanisme et du plan local d'urbanisme pour procéder à l'installation des vraies zones industrielles. Les chaînes de production n'ayant pas été touchées, Bralico se fixe toujours pour objectif d'être leader de l'industrie brassicole au Congo. C'est en effectuant le déplacement de la sous-préfecture de Kibangu que le touriste constate avec amertume la dégradation avancée des ponts sur les rivières de cette contrée du Niari. Des ponts construits, abandonnés, sans entretien de leur soubassement par les gestionnaires des routes. Une dégradation avancée devenue aux yeux des populations de cette sous-préfecture un danger public permanent. Le cas de l'ancien pont sur la rivière Niari, à 90 km d'Olizi, construit en 1959, celui de la rivière Ngokango sur l'axe Leboulou, vieux de 1948, devenu l'homme de lui-même. Ici, les sociétés forestières exploitant la route sont mises sur la sellette. La fois dernière, j'étais passé là, c'est les billes qui étaient à terre. Les billes à terre étaient en train de flotter ici, là, du coin là-bas. C'est pour cela que c'était cassé. Non, ce n'est pas une sécurité pour nous. En passant ici, là, quelqu'un peut tomber. Les policiers sont venus faire le constat jusqu'à présent, pas de suite. On ne sait pas à quel moment on peut arranger ça. Ce n'est pas maintenant à nous, les populations. C'est maintenant le sous-préfet qui peut convoquer les sociétés là pour venir arranger ça. Il n'y a pas la bonne surveillance du pont. Et puis, les grimés, quand ils passent parfois 2 ou 3 grimés sous le pont. Donc, il faut prendre la mesure d'interdire parfois de 3 grimés de passer, nuit et jour. Le pont de la rivière Lukokeni est un véritable danger pour les passants et véhicules voyageant sur ce tronçon. Plus loin de là, les ponts des rivières Nyanga, Dongongo à la frontière Congo-Gabon sont très vétustes.
Des ponts à vocation socio-économique ayant pour la plupart perdu les barrières de protection, source d'indignation des populations. La situation du pont, ça fait plus, il y a longtemps, ça fait plus de 10 ans. Lorsque nous tentions de regarder la situation au niveau des représentants de l'État, au lycée de Kibongou, ils disent qu'il faut faire face au préfet. Et quand on fait face au préfet, le préfet tente de voir Taman a tenté de réparer. Et vous savez que la dalle là, le ciment ne le colle pas. Le ciment, il faut carrément le détruire pour réfectionner une fois plus à zéro en ce qui concerne le bâtiment. Ils ont tenté, ça n'a pas tenu, mais c'est encore une société qui est arrivée dernièrement là, qui a commencé à raser depuis l'entrée jusque là-bas à la sortie. Le seul message, que le gouvernement sache que c'est un bijou national. Ce n'est pas un bijou de Ngokango Matombe. Il faudrait qu'il se rende compte qu'ici, c'est un passage obligé entre Mosenjo et Dolizy. Ils doivent quand même faire des efforts pour venir nous réparer afin d'éviter les risques de mort ici, puisque les gardes-fous sont déjà partis. Un tableau sombre de la dégradation des ponts qui coïncide avec la visite du ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Équipement et du Fonds routier, Jean-Jacques Bouya, dans les départements du Niari, trouvera une solution idoine aux souffrances des populations de la sous-préfecture de Kibongou. Jean-Guy Blaise Mayolas, président à sa propre succession à la présidence de la Fédération congolaise de football, s'est entretenu ce mardi avec les électeurs de Pointe-Noire. Au centre de cette rencontre, le programme d'action de ce dernier pour les 4 années à venir à la tête de la Fédération congolaise de football. Jean-Guy Blaise Mayolas, qui a succédé à Jean-Michel Mbono le Sorcier en 2018, voudrait à tout prix redorer le blason du football congolais terni sur le plan national et international. Pour y arriver, le président candidat s'est fixé un nombre important d'objectifs auxquels le président de la Ligue départementale de football Kwilu Pointe-Noire accorde une importance capitale pour la relance du football congolais. Nous avons lu son programme société, son programme travail, dans lequel nous retenons 20 actions réalisées et puis les leviers d'action dans le sens de la dynamique intitulée 2022-2026. Je crois que Pointe-Noire et le Kwilu se retrouvent bel et bien dans ce cadre parce qu'il y a un grand projet, c'est la réalisation du centre de formation du Kwilu. On exige un peu plus de méthode. Et la méthode, c'est à nous de la travailler et ça va marcher dans ce sens-là. Jean-Guy Blaise Mayolas sera en face des anciens joueurs ce mercredi pour leur présenter son programme d'action de second mandat à la tête de la Fédération congolaise de football, une génération que le président Mayolas veut associer à la relance du football congolais.